Tu fais des choix tous les jours, ou du moins tu le crois. La vérité, la plupart de tes choix ne sont pas vraiment des choix. Ce sont des automatismes, des robots qui pilotent ta vie pendant que tu dors. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est qu'il existe une science exacte qui explique pourquoi tu fais ce que tu fais, et surtout, comment tu peux reprendre le contrôle. Écoute cette sagesse ancienne. Elle vient de Lao Tse, un philosophe chinois qui comprenait quelque chose que la science moderne vient seulement de confirmer. Surveillez vos pensées, car elles deviennent vos mots. Surveillez vos mots, car ils deviennent vos actions. Surveillez vos actions, car elles deviennent votre habitude. Surveillez votre habitude, car elles deviennent votre personnalité. Surveillez votre personnalité, car elle devient votre destin. C'est une chaîne inéluctable. Tes pensées deviennent tes mots, tu dis ce que tu penses, tes mots deviennent tes actions, tu fais ce que tu dis, tes actions deviennent tes habitudes, tu répètes cette action, tes habitudes deviennent ta personnalité, tu deviens ce que tu fais, et ta personnalité devient ton destin. Et tout commence par une seule pensée. Mais pourquoi cela fonctionne ainsi ? Pourquoi notre cerveau construit-il ces chaînes ? La réponse est biologique. Ton cerveau est extrêmement gourmand en énergie. Il consomme environ 20% de ton énergie totale. C'est énorme pour un seul organe. Alors, pour survivre, ton cerveau a développé un mécanisme de survie, l'économie d'énergie. Chaque fois que tu répètes une action, ton cerveau la transforme en automatisme. Pourquoi ? Parce que les automatismes ne consomment pratiquement pas d'énergie. Regarde ta vie. Quand tu te brosses les dents le matin, tu ne penses pas à chaque mouvement. Ton cerveau est ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est devenu automatique. Quand tu conduis ta voiture sur une route que tu connais bien, tu ne penses pas à chaque virage. Tu peux penser à autre chose. Pourquoi ? Parce que c'est automatique. Ton cerveau a libéré de l'espace mental pour traiter de nouveaux défis. C'est brillant. C'est une adaptation parfaite. Mais voilà le problème. Les automatismes ne distinguent pas le bien du mal. Ils fonctionnent de la même façon pour les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Si tu fumes une cigarette tous les matins, cette habitude se cristallise. Si tu lis un livre tous les matins, cette habitude se cristallise aussi. Et une fois qu'une habitude est cristallisée, elle devient tu. Elle devient ta personnalité et ta personnalité devient ton destin. Alors, si tu veux changer ton destin, tu dois d'abord comprendre comment ces automatismes fonctionnent. Au début du XXe siècle, un psychologue américain nommé John B. Watson a posé une question révolutionnaire. Il a dit « Pourquoi étudions-nous les pensées invisibles et les sentiments qu'on ne peut pas mesurer ? Pourquoi n'étudions-nous pas ce qui est observable et mesurable, le comportement ?» C'est la naissance du behaviorisme. Le behaviorisme est une science empirique rigoureuse du comportement. Et la découverte fondamentale du behaviorisme est celle-ci. Tu n'es pas né avec tes habitudes, tu les as apprises de ton environnement. Watson a résumé cette idée avec une phrase controversée. « Donnez-moi une douzaine d'enfants bien portants et je garantis de prendre chacun au hasard et d'en faire n'importe quel type de spécialiste existant. Docteur, avocat, artiste, sans tenir compte de ses talents ni de la race de ses ancêtres. » Cela signifie quoi ? Cela signifie que tu n'es pas une tabula rasa, une feuille blanche qui a été écrite par ton environnement. Tes parents, ton école, tes amis, la télévision, Internet, tout cela a écrit tes habitudes. Et voici la bonne nouvelle. Si l'environnement peut écrire tes habitudes, l'environnement peut aussi les désapprendre. Les habitudes ne sont pas gravées dans le marbre, elles sont flexibles, elles peuvent être changées. Au début du XIXe siècle, un psychologue russe nommé Ivan Pavlov faisait une découverte extraordinaire. Il travaillait avec des chiens et il a remarqué quelque chose d'étrange. Normalement, les chiens salivaient quand ils voyaient la nourriture. C'est naturel, c'est biologique. Mais Pavlov a remarqué que ces chiens commençaient à saliver avant même de voir la nourriture. Ils salivaient quand ils entendaient les pas de son assistant apportant la nourriture. Ils salivaient au son d'une cloche que Pavlov sonnait avant de donner la nourriture. Comment était-ce possible ? La réponse était simple mais révolutionnaire.
le cerveau du chien associait le son à la nourriture. Pavlov appelait cela le conditionnement classique. Et voici pourquoi c'est important pour toi. Ton cerveau fonctionne exactement comme le cerveau du chien de Pavlov. Si tu sors du travail et que tu vas toujours au café pour boire un café, ton cerveau crée une association. Fin du travail égale café. Bientôt, ton cerveau commencera à anticiper le café. Tu sentiras le besoin de caféine juste en sortant du bureau, avant même d'avoir passé la porte. Tu associes des signaux environnementaux à tes besoins. La sonnerie de ton téléphone, l'odeur du café, la lumière du matin, ces signaux déclenchent des réponses automatiques. Mais cela ne suffit pas à expliquer tous tes automatismes. Il faut aussi comprendre ce qui arrive après l'action, car ce qui arrive après, c'est ce qui détermine si tu répéteras l'action ou non. Au début du XXe siècle, un psychologue américain nommé John B. Watson a fait une expérience. Il a mis des chats dans des boîtes de casse-tête. Les chats ne pouvaient sortir que s'ils actionnaient un levier. Qu'a-t-il observé ? Au début, les chats bougeaient au hasard dans la boîte. Ils se frappaient, miaulaient, essayaient différentes choses, n'importe quoi pour sortir. Et puis, par hasard, un chat actionnait le levier. La porte s'ouvrait, le chat sortait, et il trouvait une assiette de nourriture. Thorndike répétait l'expérience. Le chat était remis dans la boîte. La première fois, cela prenait des minutes. Le chat essayait 1000 choses. La deuxième fois, c'était plus rapide. La troisième fois, plus rapide encore. Finalement, le chat actionnait le levier immédiatement en entrant. Pourquoi ? Parce que le chat avait appris une loi simple. Actionner le levier égale sortir de la boîte égale nourriture. Thorndike appelait cela la loi de l'effet. Un comportement suivi d'une conséquence agréable tend à se répéter. C'est aussi simple que ça. Des décennies plus tard, un psychologue nommé B.F. Skinner a approfondi cette découverte avec le conditionnement opérant. Skinner a montré qu'il existe 3 types de conséquences qui façonnent nos comportements. Le renforcement positif, offrir une récompense pour encourager un geste. Exemple, un enfant aide ses parents, il reçoit un câlin, il y a une récompense, alors l'enfant va aider ses parents plus souvent. Le renforcement négatif. Éliminer un désagrément pour renforcer une habitude. Exemple, tu es dans ta voiture. Il y a un bip sonore insistant. Tu boucles ta ceinture, le bip s'arrête, tu as éliminé quelque chose de désagréable. Maintenant, tu boucles ta ceinture automatiquement. La punition. Appliquer une conséquence désagréable pour affaiblir un comportement. Exemple, un enfant touche la cuisinière chaude, il se brûle. C'est une conséquence désagréable. Il n'y touchera plus. Comprends-tu le mécanisme ? Ton cerveau apprend des conséquences. Si le résultat est agréable, ton cerveau enregistre, répète cette action. Si le résultat est désagréable, ton cerveau enregistre, évite cette action. C'est pour cela que les habitudes se forment. Et voilà pourquoi tu es piégé dans tes mauvaises habitudes. Tu ouvres les réseaux sociaux, tu reçois un like, un commentaire. C'est une récompense dopaminergique. Ton cerveau enregistre, ouvre les réseaux sociaux. Tu allumes une cigarette, tu te sens soulagé. C'est une récompense. Ton cerveau enregistre, allume une cigarette. Tu manges du fast-food, c'est délicieux. C'est une récompense. Ton cerveau enregistre, mange du fast-food. Mais comment ces conséquences se traduisent-elles en automatisme ? Il existe une structure, une architecture de l'habitude. Un auteur nommé James Clear a décortiqué cette architecture en 4 étapes simples. Elle s'appelle la boucle de l'habitude et elle change tout une fois que tu la comprends. La boucle de l'habitude se divise en 2 phases. Phase du problème. Premièrement, le déclencheur ou le cue. C'est l'indice qui suggère qu'une récompense est disponible. Exemple, tu termines le travail. C'est le déclencheur. Il te suggère qu'une récompense est disponible. Le soulagement, la détente. Deuxièmement, l'envie ou le craving. C'est la force de motivation derrière l'habitude. Exemple, en terminant le travail, tu ressens soudain le besoin de vérifier tes messages. C'est l'envie. Phase de la solution. Troisièmement, la réponse ou l'action réelle. Exemple, tu saisis ton téléphone et tu lis les messages.
Quatrièmement, la récompense ou le but final. Exemple, tu trouves un message de quelqu'un que tu aimes. Tu reçois un sentiment de connexion sociale. Tu te sens moins seul. C'est la récompense qui enseigne à ton cerveau « répète cette action ». Regarde ce cycle. Déclencheur, envie, réponse, récompense. Et puis, le cycle recommence. Maintenant, écoute bien. Si tu veux changer une habitude, tu dois comprendre où se situe la rupture dans cette boucle. Est-ce que c'est le déclencheur qui te pousse trop forte? Est-ce que l'envie est trop intense? Est-ce que la réponse est trop facile? Est-ce que la récompense est trop gratifiante? Une fois que tu identifies où la boucle se casse, tu peux la réparer. Maintenant, je dois t'avouer quelque chose, et je veux que tu me laisses finir avant de juger. Nos échecs à changer nos habitudes ne sont pas souvent dus à un manque de moralité. Ce ne sont pas des faiblesses de caractère. Ce sont des mécanismes biologiques, puissants, anciens, contre lesquels tu luttes depuis le jour où tu es né. Et le premier de ces mécanismes s'appelle la fatigue décisionnelle.